Madame, Monsieur, bonsoir. Bilan de l'action politique au Maroc dans cet épisode de Questions d'actu. À quelques jours de la fin de l'année, que faut-il retenir? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que 2025 est une année étrange politiquement. Pas de crise majeure, pas de rupture institutionnelle, mais une tension permanente en arrière-plan. Le gouvernement d'Aziz Akhnouch a gouverné en mode gestion, à savoir la stabilité, la continuité, les équilibres budgétaires. Sur le papier, tout va, tout tient, mais sur le terrain, le ressenti est plus rugueux. Pouvoir d'achat, emploi, qualité de services publics, pour ne citer que ces trois éléments majeurs. Le gouvernement tient, mais peine à convaincre. Et surtout, il explique peu, et quand il le fait, les résultats restent mitigés. Le Parlement, lui, parle plus fort. Le ton monte, les échanges se durcissent, mais au final, plus de bruit, moins d'arbitrage. Et les partis politiques? Eh bien, toujours en quête de souffle, de nouveaux souffles. Parce que peu de renouvellement, peu de mobilisation, surtout chez les jeunes. Résultat, le social devient le vrai terrain politique. Les mouvements sectoriels, la rue, les corps intermédiaires pèsent aujourd'hui plus que les partis politiques chez nous. Et dans ce paysage fragmenté, Sa Majesté le roi Mohamed VI reste la référence structurante, rappelant une exigence simple, des politiques publiques qui produisent des résultats concrets. En parlant de résultats, où en sont les réformes majeures attendues? Sous quel signe, surtout, s'annonce 2026 et son rendez-vous électoral? Réponse avec mes deux invités ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'actu Hatim Begar, avocat au barreau de Qnitra. Bonsoir, Maître Begar. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de partager cette émission avec vous, avec Bienvenue. la sommité Dr Sahimi. Bienvenue, vous l'avez introduit, bien sûr. Il est politologue, il est également juriste et c'est toujours un plaisir de l'avoir et d'échanger avec lui sur des questions centrales, fondamentales pour notre pays. Bonsoir, professeur Sahimi. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué sur la scène politique cette année, Sahimi? La question est difficile parce qu'il faut hiérarchiser. Je crois que ce que je retiens de l'année 2025 pour commencer, c'est les orientations royales données, voici 3 mois, donc, pour ce qui est d'une réarticulation des politiques publiques en direction essentiellement de 2 secteurs, donc le secteur de l'éducation et le secteur de la santé, et je crois que c'est extrêmement important. J'en tire cette observation que l'impulsion réformatrice et les orientations stratégiques viennent toujours du côté du souverain. Et si on avait le temps, on pourrait évoquer un certain nombre de références dans ce domaine, pour ce gouvernement-ci d'ailleurs, ou pour les précédents gouvernements. Maintenant, l'état des lieux sur le plan social. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord le discours optimiste et euphorique du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, il a des éléments de langage propres qu'il met sur le marché médiatique. C'est de dire nous avons fait beaucoup de choses et plus encore, nous allons améliorer nos performances à l'horizon 2030. Tout le temps. Alors, moi, je suis interrogatif sur ça. Ce qu'on demande à ce gouvernement qui a un fin de mandat, c'est de faire le point sur les conditions dans lesquelles son programme défini lors de son investiture en octobre 2021, comment il a été appliqué, quels sont les résultats. On n'attend pas de lui qu'il se projette à l'horizon 2030, comme si préemptait par avance son éventuelle reconduction au lendemain des élections de 2026. Ça, c'est un élément pour moi d'interrogation. Maintenant, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est un gouvernement, c'est facile à dire, mais il faut le dire une fois, qui avait annoncé, donc, à l'époque, en octobre 2021, 1 million de nouveaux emplois pour la législature, un taux de croissance de 5 à 6 %, un taux de croissance pratiquement asiatique, et un certain nombre de réformes. L'état des lieux, évidemment, ne confirme pas ces observations. L'état des lieux, c'est quoi? C'est d'abord le fait qu'on a un taux de chômage qui est aujourd'hui de 13,1 %, qui s'est amélioré petitement. Il était de 13,4 et 13,6 pour les précédents trimestres, mais 13,1, c'est beaucoup. Nous avons également
la création pour 2024-2025, quatrième trimestre de ces 2 années, 167 000 emplois. Le total des créations d'emplois de ce gouvernement, c'est pour la législature, nous sommes à peu près à 400 000 et je suis généreux et large. Et large, vous voyez, je suis large. Alors, j'ajoute également la situation des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est de 38%, celui des femmes, il est de 22%, celui des diplômés chômeurs, il est de 20%. Savez-vous combien il y a de diplômés chômeurs au Maroc? Il y en a 300 000. Il y a 300 000 diplômés chômeurs et le taux de chômage de 20%. J'y ajoute un phénomène intéressant, c'est le développement du sous-emploi. Le sous-emploi avec 1,2 million de personnes dans une situation de sous-emploi, c'est-à-dire de précarité, de petits boulots à droite et à gauche, etc. Voilà l'état des lieux. Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est les mesures maintenant qui ont été annoncées suite aux orientations royales. Et c'est extrêmement important, c'est le problème globalement de l'état social avec ces différentes variantes, mais peut-être qu'on va y revenir. Donc, si j'ai bien retenu, c'est un état des lieux, c'est plus de chiffres que de lettres. Oui, parce qu'il faut travailler sur les chiffres. On ne peut pas se tenir aux éléments de langage donnés par le chef du gouvernement et quelques ministres. Qui ne vous convainc pas, ce chef du gouvernement, quand il annonce toutes les avancées que son équipe a pu réaliser ces derniers mois, notamment pour 2025. Vous n'êtes pas convaincu, Moustapha? Non, je n'ai pas à faire état de mes sentiments personnels dans la mesure du possible. Non, pour l'observateur que vous êtes, est-ce qu'il vous a convaincu? Je suis un observateur qui essaie d'avoir du recul sur le discours gouvernemental. OK. Sur le recul, quelles sont les réformes peut-être qui ont abouti à retenir en 2025 et qu'est-ce qui manque au tableau pour être encore plus Il y a concret. ce qui a été lancé depuis 2022, évidemment par le souverain une fois de plus, c'est la protection sociale. Sur ce plan-là, c'est un chantier qui avance, qui va d'ailleurs connaître en 2026 des développements supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les orientations royales? Il y a le fait que, par exemple, il y a une forte inflexion de la loi de finances 2026 en faveur du social avec une mobilisation pratiquement de 300 milliards de dirhams, c'est important, c'est-à-dire 54% du budget général de l'État hors dette. Voilà un gros effort. Mais évidemment, ça donnera des résultats que dans les trimestres à venir, sinon les années à venir. J'y ajoute aussi la nouvelle orientation royale donnée pour ce qui est d'une redéfinition des politiques publiques, pour ce qui est des territoires. Ça aussi, c'est extrêmement important. Nous y viendrons. Et je vais poser la même question à Hatim Kar. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué en 2025 ? J'estime que ton intro, la Khadija, et les propos de M. Moustapha Sahimi ont bien résumé la situation. Parce que moi, je me concentre plus, je me réfère plus au projet de ce gouvernement annoncé lors de 2021, qui, à mon sens, dès lors, était plus du volontarisme qu'un projet politique applicable. Et puis, les choses ont évolué, et à l'heure d'aujourd'hui, nous voyons qu'ils nous ont fait défaut. Ils nous ont fait défaut par rapport aux promesses qu'ils ont présentées au peuple marocain. 1 million de nouveaux emplois, ce qui n'a pas été respecté. Encore, si Moustapha a été très généreux en disant 400 000, parce qu'il y a des emplois directs, des emplois indirects, et les emplois qu'on a perdus, que nous ayons perdus. Et je me réfère absolument par rapport à ça au rapport du HCP, qui a dit que sous ce gouvernement-là, la marge de la pauvreté s'est agrandie au Maroc, que l'agriculture vivière, familiale, c'est elle qui fait vivre le Maroc, et pas le plan Maroc vert sur lequel on a dépensé 15 milliards de dollars. 150 milliards de dirhams, si ce n'est plus, ce qu'on appelait le plan vert aujourd'hui, qui a échoué malheureusement et dont a bénéficié une certaine marge de grands agriculteurs et les premiers, deuxième, troisième cercle du gouvernement. Mais je voudrais bien préciser aussi que M. Aziz Akhnouch, le chef de gouvernement, n'est pas responsable seul de cette situation, parce que la coalition, la majorité actuelle, se compose de 3 partis majeurs. Il y a le parti Istiqlal, il y a le PAM et il y a le RNI. Ils sont
tous responsables par rapport à la continuité. Il n'y a pas de constance dans leur travail et les résultats... Il y a la constance dans la majorité. C'est une majorité qui aura survécu. Survécu, mais elle n'a pas vécu, n'a pas bien vécu, elle n'a pas fait bien vivre les Marocains, elle n'a pas tenu ses promesses, et il n'y a pas eu de constance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les promesses qui ont été présentées, ils ont failli à leurs promesses. Mais les quelques rares réussites qui ont été notées sont effectivement suite aux orientations royales. Donc la réussite a été occasionnelle suite à directives, suite à des mises au point de Sa Majesté, que cela soit par rapport au budget alloué à l'éducation ou à la santé, ou poussée vers une plus large et meilleure participation de la jeunesse marocaine, moins de 35 ans, lors des prochaines élections, avec une subvention de l'État, ce dont a failli, la chose sur laquelle ont failli les partis politiques eux-mêmes. Donc, même sans être mandaté par un parti politique, une jeune ou un jeune Marocain pourrait se proposer en tant que candidat, entre autres. Mais ce qui est, à mon sens, pénible aujourd'hui, par rapport à ce bilan, c'est qu'ils ont failli à gérer les crises. Et des crises énormes, suite au tremblement de terre de l'Haouz. Bien sûr, un grand effort national a été fait, national, social, marocain. Toutes les Marocaines et Marocains se sont mobilisés pour aider les familles là-bas dans l'Haouz suite au tremblement de terre. Mais le gouvernement a failli à ses promesses. À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons toujours des familles sous les pluies, sous la neige, vivant le calvaire suite à ce qui s'est passé à Esfi. Au lieu qu'il y ait une aide directe, aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé. Aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu d'aide allouée. La population locale s'est entraidée. La population locale a fait en sorte d'atténuer un petit peu le calvaire que vivent les familles aujourd'hui, mais le gouvernement, silence total. Est-ce que vous pensez que cet exécutif a sous-estimé, depuis le début, l'importance du récit politique face aux crises, quelles que soient-elles? Je vais être un petit peu dur. Pour moi, cette majorité-là, ce gouvernement-là, a bien œuvré pour le bien-être de ce gouvernement-là, pour son propre bien-être, sans plus. Écoutez, question de budget, des budgets alloués par-ci, par-là. Je sais que je suis dur. Et c'est le ressenti que nous avons. Elle parle de ressenti, la Khadija. Oui. C'est ce que moi je ressens et c'est ce que beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens ressentent. Très bien. Sur ce point, vous me permettez réaction. de réagir. Bien sûr, nous sommes là pour débattre de sujets d'actualité. D'abord, une précision sur la pauvreté que vous avez évoquée. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Le taux de pauvreté était de 14% en 2014, a été réduit à 6% en 2024. C'est extrêmement important. Le HCP a signalé quoi? Il a signalé que, compte tenu de l'état des lieux, il y avait le risque de basculement de plus de 3 millions de personnes vers la précarité. Voilà pourquoi c'était... Alors maintenant, ce gouvernement, ce qui fait... la sémantique de statistiques, si je puis me permettre. Ah oui, mais c'est important. C'est important. Effectivement, il faut d'abord dire que le taux de pauvreté extrême, de manière exceptionnelle. Mais beaucoup de Marocaines et de Marocains ont basculé vers la pauvreté et vers la précarité. Absolument, en effet. C'est important de le dire. Notamment de la classe moyenne. 7%, d'après le rapport du HCP, 7% de plus. Et nous avons aujourd'hui, excusez-moi M. Sahimi, je voulais juste, parce que j'avais oublié ce point-là que je trouvais très pertinent, nous avons plus de 4 millions de NEET, Non-Employed Educated Teenagers. Tout à fait. 4 millions. Alors, ni en formation, ni formation, ni éducation, ni travail, ni emploi. Exact. 4 millions de teenagers. De jeunes. Alors, il faut expliquer que ce gouvernement, il a hérité d'une situation. Il l'a voulu. Je pense qu'on ne peut pas charger la barque de manière unilatérale et pas nuancée. Il a hérité d'une situation qui était difficile en 2021. Ce gouvernement, il a subi de fortes contraintes. Les 2 années Covid 2020-2021, ah oui, il faut rappeler ça. Également un certain nombre de contraintes extérieures, dont évidemment la guerre russo-ukrainienne avec le renchérissement du prix d'un certain nombre de matières premières, le renchérissement de la logistique, des coûts de transport. Vous savez, quand il y avait la crise, un conteneur de Shanghai Algeciras, les prix ont été multipliés par 4.
du fait de cette tension internationale. Et puis, c'était la 5e ou la 6e année de sécheresse. Donc voilà, si vous voulez, quand même le tableau plus général. Maintenant, on ne peut pas réduire le bilan de ce gouvernement à ce que vous avez dit, si vous le permettez, en disant que ce gouvernement défend les intérêts des membres du gouvernement. Ça ne me paraît pas un argument recevable. Il y a des politiques publiques, il y a des choses qui sont faites, etc. Ce que vous pouvez évoquer peut-être, c'est ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a des problèmes de crédibilité, de transparence dans les politiques publiques, notamment des conflits d'intérêts. Est-ce que le ressenti du citoyen compte aussi oui, pour ce gouvernement? Absolument. C'est là, parce que c'est un ressenti aussi que fait remonter, j'ai envie de dire, Hatim Bgar. C'est un ressenti, on le voit. On le voit sur les réseaux sociaux, on l'a vu pendant le mouvement de contestation du fin mois de septembre, début du mois d'octobre. On l'a vu, c'était ça. Parmi les slogans qui étaient scandés par les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, c'est que ce gouvernement ne se soucie pas réellement de notre bien-être et de notre développement. À décharge peut-être ceci, le taux d'inflation qui était de 6% en 2021-2022, il est aujourd'hui autour de 1% avec toutes les projections de la Banque centrale. Voilà. 0,8. Ensuite, il y a toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre du dialogue social pour la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Il y a 1 100 000 fonctionnaires qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur traitement. Faut-il rappeler quand même que le salaire minimum chez les fonctionnaires est beaucoup plus élevé que dans le privé? Tout à fait, c'est 8 000 dirhams. Ce qui est d'ailleurs... On est très loin de la moyenne du privé. C'est un dysfonctionnement total de notre politique salariale publique. Il vient d'être augmenté de 5%. Exact. Voilà, c'est pour ça que je voulais préciser quand même la différence. J'ajoute quand même ce qui a été mis en œuvre au plan social, parce qu'il faut être exhaustif. Il y a l'aide sociale qui globalement a atteint 46 milliards de dirhams pour 2025 et le même chiffre pour 2026. Ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à 8 millions de familles. Eh oui. Ça bénéficie aux personnes âgées également. Il y a 1 milliard pour les personnes âgées. Également, ça profite aux veuves. Il y a 400 000 veuves qui bénéficient de cette aide sociale directe. Donc le tableau n'est pas noir. Il y a des choses qui sont faites, qui sont effectives. Les aides sociales aux veuves, elles sont données, elles sont attribuées. Le chiffre a même augmenté. Ce qu'on peut relever, qui pèse beaucoup sur, à mon avis, la perception par les citoyens de ce cabinet, c'est le fait que le compte n'y est pas pour les citoyens. Le compte n'y est pas. Le chef du gouvernement a tort. C'est pour ça que je parlais de chiffres et de lettres tout à l'heure. Et le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Vous avez raison de le relever. Alors, le compte n'y est pas, ça tient à quoi? Ça tient au fait, me semble-t-il, que le chef du gouvernement actuel ne bénéficie pas, je vais être diplomate, d'une grande popularité. Mais pourquoi? Pourquoi? Du fait qu'il y a eu sa manière de gouverner. C'est sa manière de gouverner qui s'est vérifiée pendant les précédentes années. Du coup, c'est gouverner en gestion? Est-ce que c'est un choix assumé ou c'est une contrainte subie en 2025? On parle de 2025, c'est la rétro de 2025. C'est un choix voulu, et d'ailleurs, c'est dans cette ligne-là qu'il a modifié son gouvernement en octobre de 2024. Exact. De 2024, donc avec un certain nombre de nominations provenant de profils qui n'étaient pas adaptés aux fonctions. Je ne veux pas citer selon vos dires, cela n'engage que vous. Hatim Bgar, réaction? Alors, une très brève réaction. La politique, la chose publique est une question de perception. Comment le citoyen perçoit le travail effectif d'un certain gouvernement, aussi politique soit-il. Ou technocrate soit-il. Tout à fait, absolument. Et je vous rappelle mes anciens propos lors d'une ancienne émission, l'erreur de casting, la fameuse erreur de casting. Mais dans la politique, il ne s'agit pas que de budget alloué. Ça ne reflète rien du moment que le citoyen ne ressent pas qu'il y a une évolution par rapport à son quotidien. Parce qu'avec l'aide sociale, qui a été une décision royale, mais il suffit de recharger 20 dirhams, un 20 dirhams de recharge au téléphone, vous êtes exclu. Il suffit que vous ayez un téléphone pour que vous soyez exclu de l'aide sociale. Et puis le pouvoir d'achat. Ces facteurs-là vont être revus. Juste pour rappel. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, mais ça va être revu. D'ici à ce qu'il soit revu, c'est une réalité que je partage. Ça exclut un pan de la société marocaine des aides de l'État. Très large.
Très large. D'autant plus que le pouvoir d'achat des Marocains a diminué, a beaucoup diminué. On donne 500 dirhams par-ci, 400 dirhams par-là, mais les denrées essentielles avec lesquelles vivent les Marocains sont devenues beaucoup plus chères qu'avant. Donc est-ce que le gouvernement alloue des budgets par-ci, par-là, peut-être bien aux citoyens in fine, mais je maintiens mes propos de tout à l'heure qu'il y a des chanceuses et des chanceux aujourd'hui qui profitent du budget de l'État de façon sans beaucoup de transparence, mais c'est le citoyen qui en souffre in fine. Et que fait le Parlement? Il y a le contrôle parlementaire. Non, alors, le Parlement, mais avant non, parce que vous parlez de gouvernance. Non, oui, c'est quand même l'organe mais constitutionnel c'est de ça que je voulais parler. Entre autres, contrôler l'action gouvernementale. Le gouvernement actuel, aussi bien celui-là que tous les gouvernements d'avant, n'ont jamais gouverné. Ils n'ont pas choisi de gérer la chose publique. Au Maroc, on ne peut que faire la gestion. On ne peut qu'aspirer à une meilleure gestion de la chose publique. Ou ailleurs d'ailleurs. Partout dans le monde, on ne va pas réinventer la politique, on ne va pas réinventer la roue. Donc le gouvernement est supposé proposer une meilleure gestion par rapport à quoi? Par rapport au gouvernement précédent et par rapport à l'état des lieux. Or, question de guerre russo-ukrainienne ou par rapport à la sécheresse, nous en étions à la 7e année consécutive. Ce gouvernement-là était au fait de la situation exacte du Maroc et il avait proposé un programme électoral lors des élections de 2021 par rapport à effectivement cette réalité-là. Il avait présenté des promesses. Il a failli. Vous ne pouvez pas prévoir la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre a débuté bien avant que ce gouvernement ne soit élu. Non, elle a commencé en 2022. Le 22 février 2022. Les prémices de cette guerre et le conflit OTAN-Russie a débuté bien avant. Personne ne pouvait dire qu'il va y avoir une opération spéciale, comme dit le Kremlin, de la Russie vers l'Ukraine. C'était le 22 février 2022. Est-ce que ce n'est pas un argument qui est avancé aussi par une certaine frange de commerçants? Je ne généralise pas, mais ça touche tous les secteurs. C'est quand un produit se renchérit, on sort la carte. Ouais, c'est la guerre en Ukraine. C'est aussi... Ça a servi, évidemment, vous avez raison de relever, des aspects spéculatifs. C'est la spéculation qui s'est nourrie aussi de cet argument. Et il y a des éléments défaillants dans notre système de contrôle de prix. Maintenant, je voudrais... Alors, système de contrôle, moi j'aimerais bien qu'on parle du contrôle parlementaire performatif, messieurs. Je vais vous répondre sur le Parlement, si vous le permettez. C'est un gouvernement qui dispose d'une majorité très confortable. Il a une majorité de 270 députés au sein de la Chambre des représentants, répartis comme suit le RNI 102, le PAM 87 et l'Istiqlal 81. Ça fait une majorité de 270. C'est au-delà largement de la majorité absolue. C'est une majorité qui a fonctionné comment? Elle a fonctionné de manière arithmétique et convulsive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu c'est une majorité de claques, si je puis dire. Il y a eu des mouvements, des protestations ici ou là. J'ai parti de l'Istiqlal, le PAM, etc. Mais vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est une majorité qui a fonctionné et qui fonctionne. Premier point. Deuxième point, là où le gouvernement est responsable, c'est qu'il n'a pas permis au Parlement d'assumer un certain nombre de prérogatives spécifiques. Par exemple, je vais donner un exemple, quand il y a eu, il y a quelques mois, l'affaire des 12 milliards de dirhams de subventions données à l'importation d'une bonne vingtaine d'éleveurs, eh oui, ça fait partie des choses, évidemment, dont les citoyens se souviennent. Le Parlement, l'opposition avait demandé en particulier une commission d'enquête parlementaire qui est prévue par la Constitution, article 67 de la Constitution. Le gouvernement s'y opposait en disant non, il n'y aura qu'une commission d'information. Or, il y a une différence de nature entre une commission d'enquête parlementaire prévue par la Constitution et une commission d'information qui va donc se balader, écouter les uns et les autres, etc. C'est pour ça que je fais référence, vous serez d'accord avec moi au moins sur ce point, l'image de ce gouvernement, elle est obérée du fait de situations de conflit d'intérêts. On a eu l'impression que le chef du gouvernement défendait
un certain nombre de gros éleveurs, importateurs, etc., en refusant une commission d'enquête parlementaire. Et ça, évidemment, ça pèse beaucoup sur le climat général. Hatim Kar. À la majorité gouvernementale et à l'opposition. Les fameux Farakchir. Il y en a de part et d'autre, dans les deux bords. Merci pour cette précision. En parlant d'opposition et de Parlement, je reviens sur ce rôle, cette mission première du Parlement, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. On le voit, le Parlement, au Parlement en tout cas, ça parle plus fort, sans véritable arbitrage politique, sans véritable finalement, impact. Sisshimi a rappelé la large majorité, mais pas que. On a l'impression que il est certes plus audible, mais si on devait peut-être évaluer l'efficacité de l'action parlementaire avec vous d'abord, Hatim Kar. Elle n'était pas efficace ni efficiente. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, certains parlementaires parlent haut et fort leurs propos, ils font l'opposition comme ils le peuvent. N'est pas opposant qui veut, mais le fait est que le gouvernement, avec sa majorité, a banalisé un petit peu le travail du Parlement. Pourquoi? Parce que déjà, l'absentéisme, le taux d'absentéisme, non seulement par rapport aux parlementaires, mais par rapport aux ministres, qui sont supposés être présents et défendre leur politique publique, défendre leurs orientations, défendre leurs décisions et leurs plans d'action. En grande partie, ils sont absents, ils sont toujours absents, bien que les parlementaires réitèrent leurs requêtes, leurs doléances, que les ministres soient présents et fassent un petit peu part de ce qu'ils intentent de faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis, de façon plus terre-à-terre, ça vire directement, sans beaucoup de débats, vers le vote, vu que, comme a dit Sim Mustafa, le gouvernement jouit d'une majorité confortable. Donc, il n'a pas besoin de débattre. On n'a qu'à voter. C'est la démocratie. On vote et après... Alors, pourquoi les partis peinent à capter, justement, la tension, pour ne pas dire la colère sociale, hors période électorale? La situation, si vous le permettez, de l'opposition est intéressante à relever, est une opposition fragmentée. Le total des sièges de l'opposition, c'est 115. 115 face, je l'ai dit, à 270, la majorité. Qui y a dans l'opposition? Il y a l'USFP qui a 34 sièges, il y a le MP, oui, il y a l'UC, et puis il y a le PJD qui a 13. La difficulté, c'est que... Le PS. Et le PPS. Le PPS, qui en a 22. Et FDG avec un seul siège. Voilà. Donc, ça fait 115. La difficulté, c'est qu'il y ait une approche commune des partis de l'opposition. Du fait de contentieux du passé entre les uns et les autres, etc. Il y avait une action qui devait... Oui, la motion de censure. Qu'ils devaient mener ensemble. C'est la motion de censure. Oui. Vous allez plus vite que moi, vous voyez. Parce que pas plus vite que la musique, j'espère, quand même. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de motion de censure a été soulevée pour la première fois par qui? Par l'USFP de Driss Lashgar, en octobre 2023. Et c'était donc le premier secrétaire de l'USFP qui a actionné, qui était à la manœuvre pour demander aux uns et aux autres une motion de censure pour censurer ce gouvernement, etc. Voilà qu'il y a quelques mois, c'était en avril dernier d'ailleurs, c'est quelques mois, l'USFP s'est retiré à propos de la signature de cette motion de censure. Alors pourquoi... Initiée par le mouvement populaire. Oui, voilà, en plus... Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'il y a un prépositionnement de l'USFP pour 2026. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Et c'est venu d'ailleurs dans ce même sens avec la reconduction, la réélection des Asga pour un 4e mandat fin octobre dernier. Donc, il y a là un prépositionnement électoral pour 2026. L'idée qui se dessine, c'est que la future majorité, on peut en parler, c'est sur le papier en tout cas, ça serait les trois. Aujourd'hui, RNI, PAM et Istiqlal, plus une ouverture vers l'USFP. C'est ça le schéma de 2026 qui paraît se dessiner aussi. Alors, il y a un autre point aussi qu'il faut relever pour ce qui est de l'opposition, c'est qu'elle est très active, contrairement à ce qu'on croit, elle est très active avec beaucoup d'interpellations
d'interpellation au gouvernement, ailleurs, etc. Il y a des partis qui se réunissent, tout ça, etc. Je pense au rôle du PPS. Le PPS est très actif sur le plan médiatique. Le mouvement populaire aussi multiplie les interpellations très fortes à l'endroit du chef du gouvernement, etc. Pas que même à l'encontre de la médiocratie, la médiocrité Ça, de la presse. Voilà. Mais il y a des prises de position. Il y a ce fameux code médiatique. Oui, il y a la presse aussi fait partie aujourd'hui des débats politiques ces derniers mois, en tout cas dans notre pays. Oui, alors. Elle s'est invitée, la presse. Elle s'est invitée dans de mauvaises conditions. Pourquoi? Puisque vous faites référence à. Non, parce qu'il a évoqué la presse. Justement, une première, un parlementaire, un ancien ministre, un parlementaire qui demande, lui, à l'égard d'un support médiatique, qui lance le défi à un support médiatique de déclaration de patrimoine. Alors que c'est l'inverse qui est supposé arriver. Évidemment. C'est une bonne opposition, valeur d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, vous avez parlé de la presse. Du Conseil national de la presse. Le Conseil de la presse qui a été créé, qui avait un mandat de 4 ans, qui s'est achevé il y a 2 ans. Il avait fini son mandat il y a 2 ans, c'était un mandat de 4 ans, et il a été reconduit dans des conditions juridiques contestable. Contestable, c'est-à-dire qu'il devait s'organiser pour préparer les élections au terme d'un mandat de 4 ans. Il ne l'a pas fait, ils ont fait du surplace pour garder leur poste les uns et les autres, et le secrétaire général du Conseil national de la presse a dit on n'est pas en état, on n'a pas préparé, etc. Et il y a eu une complaisance particulière de ce gouvernement pour le reconduire pendant 2 ans dans le cadre d'une commission provisoire. Ces paroles n'engagent que vous. Non, mais ça, c'est des faits. Quand vous dites complaisance, c'est Rémi, quand même, vous êtes juriste, hein, vous il y a un mandat, du moment que c'est contraire à la loi. Il faut que je m'explique. Il y a une institution qui a un mandat de 4 ans. Cette institution finit son mandat de 4 ans, elle n'a pas fait le nécessaire pour qu'il y ait de nouvelles élections. Normalement, le gouvernement aurait dû attirer l'attention de cette institution avant le terme du mandat. Mais l'institution, dans la Constitution, elle a été justement missionnée pour que le gouvernement n'intervienne plus dans la gestion de la presse nationale. C'est pour ça qu'on a un Conseil national de la presse, théoriquement, sur le papier. Vous en conviendrez, c'est Rémi ou pas? Je ne suis pas de cet avis. Quelles sont les missions du Conseil national de la presse à C'est d'organiser la profession, c'est d'organiser la profession, c'est de délivrer les cartes de presse, etc. Donc ce n'est plus de la responsabilité du gouvernement, de l'État. C'est une politique, si vous le permettez. Sous la tutelle du gouvernement. C'est une politique qui a permis la reconduction d'une équipe au sein du Conseil national de la presse pour un mandat provisoire de 2 ans. Ça, juridiquement, ça n'est pas acceptable. J'ajoute que le gouvernement consacre 280 millions de dirhams par an. Il a continué à donner cette subvention aux organes de presse, subvention qui était exceptionnelle pour les 2 années Covid. Normal. Ah oui. Comme partout. Non, oui, mais il y a un problème. Il y a un problème politique et un problème professionnel. Un État doit-il continuer à subventionner un certain nombre d'organes de presse et de supports numériques que vous connaissez, etc. C'est un débat. C'est un débat. Comment? C'est un débat. Alors, ça a été fait, je vais risquer cette hypothèse qui ne va pas vous faire plaisir, ça a été fait dans le souci, évidemment, de neutraliser les critiques éventuelles de ces mêmes médias et réseaux sociaux en 2025 et 2026. J'utiliserai le conditionnel si j'étais vous, mais je ne suis pas. Je vous l'accorde. Cela n'engage que je vous l'accorde. Un mot aussi, encore une fois, sur la régionalisation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que cette relation entre régionalisation et pouvoir du citoyen, elle existe réellement aujourd'hui? Vous avez parlé tout à l'heure du cas de ESFI, mobilisation de la population. Qu'en est-il réellement de l'action des élus dans les territoires pour faire face aux crises, pour faire face tout simplement à la gestion de la chose publique? Hatim Bgar, est-ce qu'on a, vous, en tant qu'observateur aussi de la sphère politique en particulier, vous avez senti qu'il y a
une évolution positive dans ce sens? Plus ou moins, pas vraiment non, dans le sens où la création, lorsqu'on parle de régionalisation, l'objectif principal c'était de décentraliser la décision Oui. et laisser aux gouvernements locaux, les régions, la possibilité et la compétence de gérer. Et les finances? Surtout, c'est parce qu'il y a des budgets alloués aux régions. Bien sûr. De gérer les problématiques locales dans un souci de transparence, dans un souci de réactivité et dans un souci on voulait faire en sorte qu'il soit plus efficace par rapport aux besoins immédiats de la population locale. Or, non seulement ils ont failli aussi tant à la gestion quotidienne, mais même au moment de crise. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après ce qui s'est passé à ESFI, au lieu de présenter un plan d'action urgent et puis un plan d'action en moyen long terme pour une réhabilitation de cette région-là, parce que ça pourrait se reproduire la semaine prochaine si nous avons 30 mm ou 40 mm de pluie pendant une heure. Ça pourrait très bien se reproduire. Nous avons un rapport de la commune de ESFI qui dit que ce n'est pas nous les responsables, c'est cette entité-là. Il y a eu un rapport de l'ONCF bien avant qui disait que s'il y a inondation, eh bien, les rails en souffriraient. Donc l'ONCF a bâti un mur en béton de hauteur de 6 mètres, ce qui a contribué à ça aussi. Ce qui aurait contribué. Ce qui aurait, toujours l'enquête est toujours en cours. L'enquête est en cours. Tout comme l'enquête de Farkhchia, tout comme l'enquête des 13 milliards de dirhams, tout comme beaucoup d'autres enquêtes, on attendra bien sûr les résultats avec beaucoup d'espoir. Et nous avons aussi une étude effectuée par la commune de ESFI disant que il est interdit de construire sur une zone spécifique. Un ancien président de la commune aurait installé un lotissement, exactement là où il ne fallait pas, toujours au conditionnel. Donc, c'est des accusations tout azimut, sans pour autant être efficaces par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Qui porte aujourd'hui la responsabilité politique de l'action publique territoriale? La commune, l'autorité locale, la région, le conseil provincial. On a éparpillé les décisions d'un souci de décentralisation, on a responsabilisé les régions, mais dans ce gouvernement, sous ce gouvernement local-là, la région, il y a les conseils provinciaux, il y a les communes, il y a l'autorité locale, et il y a le citoyen ébahi qui n'arrive toujours pas à savoir qui est responsable de quoi, qui fait quoi. Pourtant, les élus locaux disposent des moyens. D'énormes ressources, d'énormes moyens. Pourquoi ça coince? Un problème de gestion, le sens du devoir, le problème des élections, l'élite. Est-ce que vous avez le temps? Justement, parce qu'il y a une crise des partis politiques aujourd'hui. Est-ce que c'est une crise conjoncturelle ou elle s'installe vraiment? Et encore une fois, ça va être une autre crise structurelle, comme on parle, par exemple, de la croissance. On parle de, est-ce que c'est une crise conjoncturelle, croissance économique? Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on en a parlé aussi dans notre rétro économique hier, dans le cadre de questions d'actu. Est-ce que c'est conjoncturel ou c'est vraiment structurel aujourd'hui, cette crise des partis politiques? Parce que ça émane des partis politiques si on parle des élus. On revient à la question des des partis politiques. Mais les partis politiques sont ce qu'ils sont. Et ils n'arrivent pas à fédérer les jeunes, n'arrivent pas à fédérer la population. Pourquoi? Parce que, la Khadija, vous l'aviez dit tout à l'heure vous-même, il y a des entités aujourd'hui qui sont plus efficaces, plus fédératrices que les partis politiques, parce qu'elles sont flexibles, elles ne vivent pas les contraintes et les défaillances qu'ont cette machine partisane. Donc, ils sont plus à même à réagir et à faire en sorte que les choses évoluent. Les partis politiques, c'est un cadre rigide. D'ailleurs, si Mustafa Sahimi a dit que l'opposition aujourd'hui était fragmentée et que le gouvernement était uni, parce que bon, c'est à la majorité qu'il y a des intérêts. Si la donne change demain, la prochaine opposition sera fragmentée et le prochain gouvernement sera uni parce que les intérêts sont dans le gouvernement. Et c'est comme ça, c'est une question d'intérêt, c'est une question pas de win-win, malheureusement. On est passé de la formule win-win à la formule donnant-donnant. Pour ce qui est des partis politiques, je voudrais reprendre ce point.
Sur la régionalisation avancée aussi, si vous le permettez. On a beaucoup surpris la Khadija aujourd'hui avec ces votes. Elle se dédouane de tous nos propos. Alors, ça n'engage que ça n'engage que vous, ça n'engage pas Médien TV, c'est pas personnel. Ça c'est sûr, bien sûr. D'abord, pour ce qui est des partis politiques, nous avons un système partisan qui est en place, qui se nourrit d'une certaine manière et qui gère des statuts, des ambitions et des carrières. C'est la difficulté de ce système partisan de se renouveler. Il peut se renouveler comment? Par des principes démocratiques, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que la démocratie et l'ouverture des portes. Pourquoi vous dites que ce n'est pas le cas, M. Srimi? Ce n'est pas le cas. Quand dans un parti politique, un premier secrétaire se présente pour un 4e mandat, alors qu'il y a un an, il avait dit que jamais solliciterait un 4e mandat, il y a un problème quelque part. Mais il a été élu. Qu'est-ce qui touche à la démocratie, à l'exercice démocratique dans la réélection pour une 4e fois d'un secrétaire général de parti? C'est la circulation des élites. Il faut qu'il y ait une circulation des élites partisanes et donc l'ouverture des portes des partis politiques à de nouvelles compétences, pas forcément d'ailleurs des jeunes, des femmes, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, c'est de l'ouverture pour qu'il y ait un sang nouveau et pour arriver donc à des partis politiques ressourcés, revitalisés par rapport à la société. C'est la même situation pour ce qui est des syndicats. C'est intéressant. Nous avons un système syndical de 5 syndicats représentatifs qui ont une faible capacité de mobilisation. Pourquoi? Parce que la dynamique contestataire, elle est où? Elle est ailleurs. Elle est dans les coordinations, elle est dans la rue, elle est dans tous les secteurs où il y a une forte mobilisation. On l'a vu avec les enseignants. Ah oui, enseignants, éducation, étudiants. tout ça, greffiers, tout ce que vous voulez, notaires, avocats, etc. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Et d'autres mobilisations sont prévues pour bientôt par rapport au projet de loi que propose le ministère de la Justice. Donc 2026 va encore commencer sous le signe de la contestation chez les avocats. Si le ministère de la Justice et le secrétariat général du gouvernement ne réagit pas aux doléances des avocats, ça sera une année. Alors, vous n'êtes jamais content. On est content, on est satisfait de nous, de notre profession, pourvu que le gouvernement propose des prérogatives adéquates et cohérentes avec ce qui se passe dans le... En quelques mots, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est que nous avions eu des réunions avec le ministre de la Justice, plus de 40 réunions, pour discuter effectivement ce projet de loi. Et le 10 de ce mois, le secrétaire général du gouvernement a proposé un texte de loi non discuté. Nous n'avons pas eu le droit de regard. Qu'est-ce qui... Oui, alors, au-delà du fait que voilà le contenu. Il n'y aurait pas eu... tout simplement, il porte atteinte... Une composition avec la profession. Il porte atteinte à... L'indépendance de la profession, les prérogatives allouées à la profession, et puis nous avons un réel souci avec la méthodologie qu'a suivi le ministre de la Justice. Nous avons discuté d'un projet, le projet il était clair, il y a eu consensus, et nous sommes aujourd'hui, on est surpris par une proposition d'un texte de loi que nous n'avons jamais vu. Faut-il s'en étonner? Pourquoi? Parce qu'au passif... Non, mais il faut dire aussi, pour élargir, que le ministère de la Justice, en tout cas selon les doléances qui ont été exprimées sur ce même plateau de questions d'actu, on dit que les corps des professions ne sont pas impliqués dans les réformes, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit pour le coup pour les avocats. La liste est très longue. C'est pourtant un principe constitutionnel que celui de la concertation. L'approche participative, effectivement. Oui, c'est dans la Constitution, ça. Comment voulez-vous préparer un texte dans quelque domaine que ce soit, si vous n'associez pas les professionnels qui sont chargés de l'exécution de ce texte? Autre chose aussi, pour revenir... Mais le gouvernement dialogue avec les corps intermédiaires, mais tardivement. Parce que on a dialogué, on a conversé, mais la proposition n'a rien à voir avec ce dont on a discuté. Ce qui me frappe, pour reprendre ce que vous avez dit, c'est que le déficit de dialogue social de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a pas respecté un certain nombre d'engagements qui avaient été définis par le roi en demandant, voici 3 ans, qu'il y ait un dialogue social continu et régulier, avec 2 sessions semestrielles, une en avril avant le 1er mai et l'autre en septembre avant la préparation de la loi de finances. Ça n'a pas été le cas. C'est tellement vrai que même que des textes ont été adoptés de manière forcée.
Par exemple, le texte relatif à la loi sur la grève a été voté par ce Parlement dans des conditions particulières de cette majorité que j'ai évoquée, mais il fait l'objet du rejet de l'ensemble des représentants syndicaux. Presque. Non, les cinq. J'ajoute qu'il n'y a pas de dialogue social pour ce qui est de la réforme des retraites, qui a été annoncée à différentes reprises par ce gouvernement. Il était prévu d'ailleurs une réunion le 17 décembre, le 17 décembre courant pour la reprise de ce dossier. Ce n'est pas le cas. Donc voilà un gouvernement qui tient un discours de dialogue social, mais qui en effet ne respecte pas cet agenda. Alors, en parlant d'agenda, 2026, sous quels auspices, messieurs, quel est le vrai risque pour 2026? Est-ce que c'est la normalisation du désenchantement citoyen, comme il a été exprimé pour cette année 2025? Est-ce que, aussi, vu que c'est une année électorale, ce sont quand même des questions qui restent très importantes à discuter à la fin de cette émission rétrospective? Alors, comment se profile 2026? Ce qu'il y a sur la table pour ce gouvernement, s'il veut se rattraper un peu, c'est de faire avancer un certain nombre de textes qui sont là, qui sont sur sa table. Lesquels? La réforme des caisses de retraite. Ouf. La réforme, ah oui, c'est extrêmement important. Si nous en avons pour une année préélectorale. Ah ben pourquoi pas? Il est là pour gérer, il est là pour arbitrer, pour décider. Ça fait partie des engagements qu'il avait pris. Deuxième point, la réforme du code pénal. Ça bloque. Pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a un certain nombre de mesures importantes qui doivent être revues et corrigées. C'est connu. Code de la famille. Comment? Code de la famille. Moudawana. Alors, voilà le code de la famille qui a été annoncé par le souverain dans le discours du 20 août 2022. Hein, ça fait quand même 3 ans et demi. Et ça a traîné jusqu'en septembre 2023. Il faut le dire, le souverain a envoyé une lettre au chef du gouvernement en septembre 2023 pour lui dire « Vous avez 6 mois pour présenter un projet de réforme de la Moudawana ». Ça a été fait. La commission qui avait été installée a fait un excellent travail, auditionnant les uns les autres, recevant des dizaines de mémoires, de contributions, etc. Le texte a été soumis au Conseil des Ulama pour validation parce qu'il y a un aspect religieux, vous le savez. Et ce texte, maintenant, il est dans les tiroirs. Ce gouvernement n'a pas le courage d'assumer, de présenter au Parlement ce texte de la réforme de la Moudawana. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas suffisamment fort pour affronter une mobilisation sociale et politique qui viendra d'où? Qui viendra des courants conservateurs marocains, notamment, ça permettrait de remettre en selle le PJD, parce que c'est un débat de société. Voilà où nous en sommes. Pour la réforme des retraites aussi. Hein. Oui, mais c'est plus technique. C'est plus technique. C'est pas de même nature. La réforme des caisses de retraite, c'est des éléments paramétriques. On augmente les cotisations, on augmente l'âge de la retraite, etc. La réforme du statut de la Moudawana, c'est un problème sociétal et le gouvernement n'est pas assez fort pour avoir un bras de fer avec donc une mouvance conservatrice de la société. En sachant qu'il y a quand même un parti conservateur dans la majorité. Oui, voilà, qui n'est pas à l'aise d'ailleurs, qui n'est pas à l'aise, c'est parti. Maintenant, vous avez parlé, je finis avec ça, sur comment se présente l'année 2026, avec les élections législatives en septembre 2026. Premier problème, la participation électorale. Donc toute participation. 2021, on a eu 50,3% de participation électorale. Pourquoi ? Parce qu'on avait réuni 3 scrutins le 8 septembre 2021. Chambre des représentants, région et commune. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Dans la meilleure des hypothèses aujourd'hui, si on obtient un taux de 40%, c'est bien. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais bien poser la même question et entendre ce qu'a Hatim Begara nous dire sur le vrai risque pour 2026, sur la sphère politique, année électorale. La loi de la physique. Le gouvernement, qu'a fait le gouvernement depuis 2021, que pourra-t-il faire pour les quelques mois à venir, sachant nous parlons d'une année électorale 2026. Alors 4 mois même avant les élections, le gouvernement sera un gouvernement de gestion des affaires courantes. La gestion des affaires courantes. Volontarisme. Il manque à ce cabinet. C'est tout ? C'est tout, je n'y crois pas. Je reste optimiste par rapport aux prochaines élections.
Vous êtes optimiste par rapport aux prochaines élections, par rapport à la défiance face à la défiance que connaissent aujourd'hui tous les partis politiques de la part de la rue, des citoyens? Justement, moi je fais confiance aux propos de Sa Majesté, aux directives qu'a annoncé Sa Majesté à Tétouan, et je fais aussi confiance à la mouvance sociale, cette entité crédible, concrète, qui sait de quoi est-ce qu'elle parle et qui a des doléances très claires. Pour moi, le système politique est archaïque, il nous a fait défaut. S'il ne se renouvelle pas, comme a dit Einstein, ce sont que les imbéciles qui optent toujours pour le même processus et qui s'attendent à des résultats différents. Ce qui a manqué à ce gouvernement, me semble-t-il, c'est un certain nombre de points qui pénalisent la visibilité de ces politiques en direction des citoyens. Un, il y a eu un problème de leadership qui n'a pas été réglé par ce gouvernement, et ça s'est traduit par un déficit de communication, tout le monde le sait, et quand il y avait communication, elle était malheureuse et malencontreuse, avec des effets pervers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de narratif dans l'action de ce gouvernement. C'est des gestions par département d'un certain nombre de ministres qui sont là, etc. Or, une société a besoin de s'accrocher à un rêve, à un narratif, à des promesses, à une crédibilité et à l'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est des choses qui font défaut. Troisième point, me semble-t-il, c'est son incapacité à saisir les mutations de la société que vous avez évoquées à juste titre. Il y a une dynamique sociale qui est contestataire, qui est à jour, qui est interpellative, et sur ça, c'est des aspects qui sont méconnus, me semble-t-il, par ce gouvernement. Et on en saura un peu plus dans les mois à venir par rapport à ce taux de participation, comment les choses pourraient évoluer, on ne sait jamais, sur les 9 mois à venir. En tout cas, vous êtes confiant pour 2026 en un mot? Toujours confiant pour 2026 parce que je fais confiance à la maturité, à la responsabilité des citoyens. Confiant et dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur. Merci. C'est bien de finir l'année déjà sur une note positive, puis pour entamer la prochaine encore, Inch'Allah, dans cette atmosphère tout aussi positive. Merci beaucoup, Hatim Ka. Volontiers, c'est moi. Merci, Mustafa Sahimi. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu, spéciale rétrospective politique. Merci pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée.